Bonjour, alors la question qui m'a été posée, c'est de savoir pourquoi, quand un patient saigne, il saigne beaucoup, le taux d'hémoglobine baisse, alors qu'on perd du sang total, c'est-à-dire autant de globules rouges que de plasma. C'est pas une mauvaise question, parce que quand on renverse un verre de grenadine, il y en a moins, mais il a toujours le même goût. Et c'est que si on re-remplit le verre, qu'en effet, on restaure la volémie, mais qu'on baisse la concentration de globules rouges et de grenadine. Alors, en fait, pour comprendre ce phénomène, il faut appeler M. Guyton et M. Starling. M. Guyton nous explique comment fonctionne le débit cardiaque et la pression artérielle, que le cœur n'y est pas pour grand-chose, et qu'il y a des systèmes de réservoirs veineux qui permettent de maintenir un retour veineux, et que c'est ça qui fait le débit cardiaque, et que le cœur, finalement, il se contente de basculer le débit cardiaque qui lui revient vers l'aval. Et que ça maintient une pression artérielle, parce que le système d'aval, il est résistif. Ce que vous savez, c'est que quand on saigne, à peu près 10% de la masse sanguine, le débit cardiaque ne chute pas. Et le débit cardiaque ne chute pas parce qu'il y a des mécanismes de vasoconstriction veineuse qui vont recruter du sang, ce qu'on appelle l'unstress et le stress volume, et qui vont permettre de maintenir le retour veineux alors qu'il y a moins de volémie. Et au bout de 10%, le débit cardiaque va commencer à chuter. Et pourtant, la pression artérielle ne chute qu'à 20% de perte sanguine. Et ça, pour maintenir la pression artérielle alors que le débit sanguin baisse, le mécanisme, c'est un mécanisme de vasoconstriction périphérique, ce qu'on appelle souvent l'augmentation des résistances, même si les résistances, c'est une sorte de terme électrique. Comment ça se passe? C'est médié par deux systèmes, le système sympathique et le baroréflexe à haute pression, qui est un système qui s'enclenche en quelques secondes et qui est capable de donner un ordre de vasoconstriction à toute la circulation périphérique, auxquels seuls deux organes ne vont pas répondre, le cerveau et les coronaires, mais tous les autres organes vont se vasoconstricter. Et le système rénine-angiotensine-aldostérone, avec l'angiotensine 2, fait un peu la même chose, mais ça prend plusieurs minutes. Alors, si on va plus loin, plus distalement dans la vascularisation, on arrive au niveau des artérioles précapillaires. Et là, il y a des sphincters, qui sont des systèmes qui permettent de réduire le calibre des artérioles, et c'est là que ça va jouer. Si on focus sur un capillaire, il y a une admission artérielle avec du sang rouge, il y a une consommation d'oxygène et ça ressort de l'autre côté avec du sang veineux. Et un capillaire, c'est pas étanche. C'est étanche aux globules, c'est étanche aux grosses protéines, mais c'est pas étanche à l'eau et aux électrolytes. Et donc, l'eau, elle peut rentrer et sortir assez librement du capillaire vers le tissu interstitiel. Le volume sanguin, c'est à peu près 5 litres. Le volume interstitiel, c'est-à-dire extracellulaire mais non intravasculaire, c'est à peu près 17 litres chez un sujet normal. Donc c'est absolument considérable. Qu'est-ce qui gère les mouvements d'eau, de sel, de potassium, de ce que vous voulez, entre l'extravasculaire et l'intravasculaire? Ce sont des régimes de pression. Et là, il y a deux pressions qui s'affrontent. Il y a la pression hydrostatique et la pression oncotique. La pression hydrostatique, c'est comme la pression atmosphérique, ça se donne en millimètres de mercure, c'est la pression qui règne à l'intérieur du capillaire. Et elle est en opposition avec la pression qui règne à l'extérieur du capillaire. Et la pression oncotique, c'est la pression qui est liée aux macromolécules, aux grosses molécules, c'est pas la pression osmotique, c'est la pression oncotique. Et elle est plutôt aspirative. C'est-à-dire qu'elle attire l'eau vers les zones de haute pression en provenance de basse pression. Alors quand on regarde un capillaire et qu'on regarde toutes ces pressions, on s'aperçoit qu'en extracapillaire, la pression hydrostatique et la pression oncotique, elles sont à peu près nulles. Parce qu'il n'y a pas des tonnes de pression dans le tissu interstitiel, et il n'y a pas beaucoup de protéines non plus. Donc en fait, la pression est nulle. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les pressions à l'intérieur du capillaire. Et alors là, on va regarder les deux pressions. Si on regarde la pression oncotique, elle est à peu près constante. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce que comme il y a des mouvements d'eau, elle ne devrait pas être constante. Mais elle est à peu près constante et elle est à peu près à 25 mm de mercure, du début jusqu'à la fin du capillaire. Et ça, c'est une pression aspirative d'eau. Quand on regarde la pression hydrostatique, en fait, elle bouge sur tout le long du système cardiovasculaire, du ventricule gauche à l'oreillette droite. Dans le ventricule gauche, on a une pression systolique et diastolique qui est quasiment nulle. Dès qu'on arrive dans l'aorte, on a à peu près la même pression systolique et une pression diastolique qui apparaît grâce
à la valve aortique et grâce au phénomène de Venn-Kessel et de résistance. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les tout petits vaisseaux, il y a deux phénomènes. D'abord, la pression qui au début est très oscillatoire, elle devient de moins en moins oscillatoire et elle baisse. Et à l'entrée du capillaire, alors qu'on partait de 120/80 mm de mercure, on arrive à peu près à 35 mm de mercure. Et on voit donc qu'à l'entrée du capillaire, la pression hydrostatique qui fait fuir de l'eau et du sel du capillaire, elle est à 35, et que la pression qui réabsorbe l'eau est à 25, donc le flux net va être sortant. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le capillaire, la pression baisse puisqu'à la sortie du capillaire, elle n'est plus que de 15 mm de mercure. Et on voit qu'à la sortie du capillaire, la pression côtique étant de 25 et la pression hydrostatique de 15, c'est un flux net entrant d'eau salée qui va venir. En situation normale, le point d'équilibre est à peu près au milieu, quand le 25 croise le 25. C'est-à-dire que le flux sortant et le flux entrant sont à peu près équilibrés. Il y a le système lymphatique qui est là pour récupérer ce qui pourrait déborder un petit peu. Quand vous saignez et que vous mettez en place des mécanismes vasoconstricteurs, que vous sécrétisez un petit peu d'adrénaline, un peu d'angiotensine 2, la vasoconstriction qui est artériolaire très périphérique, elle va baisser le flux dans les organes qui ne sont pas autorégulés, puisqu'ils servent à ça. Les organes autorégulés, ils se vasodilatent, eux, donc ils baissent leur résistance pour prendre du flux. C'est pour ça qu'à 8 de tension, vous êtes conscient. Mais par contre, les organes non autorégulés, ils vont se vasoconstricter. Et donc la pression à l'entrée du capillaire va baisser, alors qu'initialement, la pression oncotique n'a pas bougé. Et donc le point de croisement entre les pressions hydrostatiques sortantes et les pressions oncotiques entrantes va être de plus en plus précoce. Et donc il va y avoir de moins en moins d'eau, de sodium, de potassium, de tout ce que vous voulez, qui fuit le capillaire, et de plus en plus d'eau qui rentre. Et le bilan entrée-sortie va être positif. Il va donc y avoir une réabsorption de fluide, pas de sang, de fluide, au niveau des capillaires. Et ça va diluer inévitablement l'hémoglobine qui, elle, n'a pas bougé. Est-ce que c'est important? Ben oui, parce que le volume sanguin, c'est 5 litres, et le volume extracellulaire, c'est 17 litres. Donc il suffit de réabsorber quelques pourcents du volume extracellulaire pour que ce soit un impact important sur le volume intravasculaire. Et je termine par une notion importante, parce que ça continue à être signalé par beaucoup d'entre vous. Il est très fréquent, quand on se demande si le malade saigne, mais qu'il est perfusé, est-ce qu'il y a de la dilution, de regarder l'hémoglobine et l'hématocrite. Et quand l'hémoglobine baisse et que l'hématocrite baisse, on lui dit « Ah, c'est de la dilution ». C'est illogique. Tous les phénomènes de dilution, qui soient liés au remplissage et qui soient liés à la réabsorption, vont diluer l'hématocrite. Et comme l'hémoglobine est dans le vaisseau, ça va diluer l'hémoglobine. Il est absolument impossible, en comparant l'hémoglobine et l'hématocrite, de faire la différence entre une hémodilution naturelle de l'organisme qui essaie de maintenir sa volémie et une hémodilution thérapeutique du docteur qui a rempli le malade. J'espère avoir répondu à votre question.